tous, bonjour Agile en scène. Ouais. Hop, attention, tac. On va d'abord remercier les sponsors d'Agile en scène. On les remercie chaleureusement parce que sans eux, il n'y a rien qui se passe. Donc on a vraiment besoin d'eux ici. Donc merci, on peut les applaudir. Hop, a round of applause. C'est parti. Donc c'est pas une conf gentille, on est d'accord? Okay. Et vous n'aurez pas le droit d'utiliser le temps des questions-réponses pour m'insulter à la fin. D'accord. J'ai toujours rêvé de faire une conférence où je pourrais mettre des dinosaures, donc c'était l'occasion ou jamais. Le titre de cette conf, c'est « Coach agile, métier d'avenir ou espèce en voie de disparition ». J'ai dit que ça ne serait pas une conf gentille et je tiens à vous le dire tout de suite, il n'y a pas de mystère, je ne vais pas du tout vous rassurer. D'accord ? Spoiler alert, je suis par là pour vous dire que tout va bien. Je ne suis pas là pour vous dire que le marché de l'agilité va très bien. Je ne suis pas là pour vous dire que l'IA va tous nous sauver. Je suis là parce que c'est une conférence qui me tient à cœur, parce que je pense vraiment que notre métier est à un tournant de son histoire, un vrai. Alors, ce n'est pas un buzzword, hein, ce n'est pas la énième mini-crise. Je pense qu'il y a vraiment une vraie difficulté, un vrai challenge et potentiellement un potentiel de transformation. Je vous dis tout dès la première slide, comme ça vous pouvez quitter la salle après directement. Je crois, ah oui, c'est pour ça que je suis nulle avec ça. Pour ça pardon. Ça c'est pas. Voilà. Je crois aussi que. Merci Jean-Pierre. J'ai mon gourou coaching là-bas qui m'aide. Je crois aussi que cette transformation, elle va laisser des gens sur le carreau et qu'on va perdre des gens dans l'histoire. Qu'il y en a beaucoup de nous qui vont disparaître et j'espère qu'il y en a beaucoup de nous qui vont aussi saisir l'occasion à ce moment-là de se dire c'est peut-être le moment pour moi de devenir vraiment irremplaçable. Parce que bonne nouvelle, je pense qu'on a cette opportunité-là, que c'est un véritable choix que l'on peut faire en tant que professionnel de l'accompagnement et qu'on peut vraiment influencer sur l'avenir de notre métier et de notre profession. Donc vous l'avez ce choix, tous dans cette salle encore, même si c'est déjà difficile pour certains d'entre nous. Vous l'avez encore, peut-être pas pour longtemps, je veux pas être super optimiste. Voilà, donc pendant 45 minutes, on va se dire des choses super inconfortables. Normalement, ma notoriété LinkedIn va s'effondrer après, lamentablement. Mais je vous promets qu'à la fin de la conf, vous avez aussi des choses sur ce qu'on peut faire pour changer les choses. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer là où ça fait mal, on va se regarder en face. Oui, je sais, je te vois, ça fait mal. La vraie question, c'est apportons-nous de la valeur. Les premiers coachs que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés au tout début des années 2000, 2002, 2003. Ils étaient quelques centaines en France. Ils faisaient un métier qui était un métier qu'ils avaient bâti sur leur expérience sur le terrain. Ils apportaient vraiment de la valeur, c'était indiscutable. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question-là, est-ce qu'on apporte encore de la valeur ? Je ne parle pas de valeurs qu'on s'imagine donner. Hein. Je parle de vraies valeurs. Je ne parle pas non plus de titres sur LinkedIn. C'est très facile de se mettre coach agile sur LinkedIn ou de ne plus se mettre coach agile sur LinkedIn. Hein. Je parle de la vraie valeur, ce qui est pour le client, qui est mesurable, qui peut aussi mesurer à l'aune de l'investissement qu'il a fait en vous faisant venir. Et puis parce que, soyons honnêtes, si vous avez ces questions-là, moi, c'est la troisième qui pique. Et c'est un bon test, d'ailleurs. Posez-vous la question. Si vous n'êtes plus là, est-ce que ça change quelque chose dans les organisations ? C'est une question que je me suis posée. Moi, à un moment de ma vie, la réponse a été non. Et ça m'a beaucoup travaillé. Je ne pose pas ces questions pour vous mettre mal à l'aise. Je les pose parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se les pose aussi, ou qui va se les poser, ou qui va se positionner dessus. Et quelqu'un d'autre, ça peut être des humains, des concurrents qui seront plus rapides, plus malins, différents que vous. Ça peut être aussi des machines. Et on va aussi parler d'intelligence artificielle, parce que c'est aussi le thème de ça. On continue un petit peu, on s'enfonce. Donc le marché s'est effondré, c'est une nouvelle pour personne. Moi, l'année dernière, j'étais encore optimiste. Aujourd'hui, je suis plus raisonnablement optimiste.
Si on regarde par exemple les recherches Google, faites des recherches Google pour coach agile, ça c'est recherche Google pour coach agile en France. Vous pouvez vous amuser à faire des recherches Google pour Scrum Master, Scrum, etc. Vous avez toujours à peu près le même profil. Et 2023 avait été une année particulièrement pénible dans la tech, avec énormément de licenciements. On s'était dit 2024 ça va être mieux. 2024 ça a été noir de chez noir. Je me suis dit 2025 ça y est, c'est le tournant. 2025 c'est pénible pour rester poli. Et il y a des tas de gens qui sont restés sans mission pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, et pour qui ça pose des vraies problématiques. Il y a une moins 45%, c'est une étude qu'a fait Malte sur le nombre de missions qu'ils ont sur la plateforme disponible pour les coachs agiles, c'est moins 45% cette année. Alors c'est pas anodin comme changement. Puis je me suis dit, mais tu vois, bon, alors ça reprend là, puis pouf, ça redescend, qu'est-ce qui s'est passé? Et à chaque fois, j'avais cette espèce de deuxième pic comme ça, j'essayais de regarder ce que c'est. Figurez-vous que ce pic-là, avant la grosse dégringolade, c'est bim, ChatGPT qui est arrivé à ce moment-là. Et vous pouvez vous amuser. Alors je sais qu'il n'y a pas conséquence, corrélation, machin, etc. Mais néanmoins, il y a comme un... Ça fait un petit peu réfléchir quand même. Alors oui, on peut mettre ça sur le dos de la crise économique, sur l'instabilité géopolitique et internationale, et c'est probablement vrai. On peut dire que c'est la faute à l'IA, c'est probablement vrai. On peut aussi s'en prendre à nos chers clients, qui après tout ne voient pas notre valeur incroyable. Probablement aussi un peu vrai, des fois. Mais aussi, on peut se regarder, nous, en face. On peut se dire que peut-être que ce marché il s'effondre parce qu'il avait besoin à un moment de s'effondrer et qu'il y a un éclatement d'une bulle qui avait grandi depuis 2015-2017 avec un doublement, triplement, quadruplement de la quantité de coachs agiles disponibles sur le marché quasiment du jour au lendemain. Je ne sais pas comment ils ont été générés, ces gens-là. Et qui a un retour comme ça, un petit peu, qui est en train de s'effondrer. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que je suis coach agile, je me sens concerné. Ça fait 25 ans que je suis dans la tech, d'abord dans le dev, mais pas très bonne, dans le produit ensuite, et puis dans l'accompagnement. J'ai bossé dans des tas de boîtes, des boîtes plutôt assez sympas. Et puis surtout, je vous en parle parce que moi, en 2024, j'ai eu une bonne idée. Je me suis dit, si je revenais indépendante, c'est le moment ou jamais, dis donc. Au top de la crise. Évidemment. Et donc, mais il se trouve que moi, je vous ai dit, j'ai un background de produit. Mon background derrière, quasiment la moitié de ma carrière, c'est du product. J'ai dirigeant d'entreprise, c'est ma 3e entreprise. En fait, je ne suis pas vraiment débutante. Et du coup, je me suis dit, fais les choses comme tu as l'habitude de faire. Commence et fais une étude de marché. Alors j'ai commencé par me dire, je vais appeler des gens que je connais, donc j'ai appelé 2-3 coachs que je connais bien, et j'ai discuté avec eux, je me suis dit, pas terrible quand même. Après je me suis dit, mais Rachel, t'as un petit peu un effet de biais, mon petit chat, c'est que des gens que tu connais et que t'aimes bien. Essaye d'aller voir des gens que tu n'aimes pas, peut-être qu'ils peuvent avoir un point de vue différent. Non mais c'est vrai, j'ai contacté des gens que je n'aimais pas, et j'ai discuté avec eux. Pour certains, je me suis aperçu que j'avais aucune raison de ne pas les aimer, donc personnellement c'était très très bien. Puis après je me suis dit non mais ça va pas du tout, à chaque fois tu les connais, fais un appel sur LinkedIn, interroge des gens. Et donc de fil en aiguille, je me suis retrouvée, j'ai interviewé 96 personnes. Au début je voulais valider mes hypothèses et puis mes idées que j'avais, donc très vite mes idées j'en ai remballé une grande partie, et puis j'ai découvert des tas de pans du métier et j'ai creusé. À une époque, j'étais au tout début de cette démarche-là, je me suis dit, je vais partager avec les gens que j'ai interviewés les résultats de mon enquête. Et je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait pour 2 raisons. Oui, c'est nul, brûlez-la. Je ne l'ai pas fait parce que les résultats, ils étaient vraiment déprimants. Moi, ça m'a déprimé. Pendant 2-3 mois, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, change de métier, quoi. Bon, alors j'ai 50 ans. C'est un peu difficile, tu vois, de se dire, de remettre à ce point-là en question. Ça a été vraiment, vraiment dur, mais je pense que c'était nécessaire. Ça m'a appris des choses. Et j'ai envie de payer ma dette. Et je vais vous partager un petit peu des choses que j'ai apprises. Et ce que ça a donné. Donc, j'ai interviewé 96 coachs d'abord. J'ai donc des coachs freelance, des coachs en ESN, et j'ai rencontré aussi des coachs internes d'entreprise.
Après, on m'a dit, mais il faut que tu ailles discuter avec des clients. Donc, j'ai rencontré des clients. Il y a des gens que j'ai interviewés qui sont dans cette salle. Donc, encore, cœur sous la main, et tac, merci. Et j'ai aussi interviewé des ESN et des commerciaux. J'ai essayé d'interviewer vraiment toutes les personnes. Quand j'ai commencé avec les coachs, certains avaient 15-20 ans de métier. Hein. J'ai fait tous les profils, hein, des femmes, des hommes, en grande ville, en petite ville, des débutants. Et j'ai vraiment essayé de croiser ça. En leur posant à chaque fois 4 questions, grosso modo, qui étaient, c'est quoi ton offre de service ? Comment tu trouves tes clients, comment tu mesures ton impact et quel est ton business model. Après, je suis allée voir les commerciaux de SN pour savoir comment tu les vends, pourquoi tu les vends, c'est quoi ta marge, c'est quoi ton business model, etc. Et puis après, je suis allée voir les entreprises et j'ai demandé, quand vous embauchez des coachs agiles, vous voulez répondre à quelle problématique, quel besoin, comment se prend la décision d'achat, qui c'est qui vient, c'est quoi les critères que vous utilisez, etc. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de vos décisions d'achat. Et si vous deviez en réacheter demain, est-ce que vous achèteriez encore un coach agile ou plutôt d'autres types de profils? C'est les questions que j'avais posées. Donc on va faire avant que je vous dise un peu ce que j'ai un peu découvert, on va faire un petit exercice ensemble. Alors, cet exercice s'adresse au coach agile. On peut gagner peut-être un livre. Enfin, à tout moment, on peut gagner un livre. Les coachs agiles, si vous avez une offre de service qui est clairement définie, vous avez le droit de lever la main. Attention, ça ne peut pas être « je fais du coaching agile », d'accord ? Si ça, c'est la réponse à ça, vous ne levez pas la main. Alors, on lève la main, on y va. D'accord, c'est déjà mieux qu'à l'époque. Donc ça, c'est cool. Toujours les coachs agiles, quand vous prenez une mission avec vos clients, levez la main si vous mesurez systématiquement l'état avant et après votre mission. Et vous êtes en mesure de quantifier l'impact. Et toujours les coachs agiles, est-ce que vous pensez que vous disposez d'un unfair advantage, je vous le fais à l'américaine, c'est-à-dire quelque chose que personne d'autre dans cette salle n'a levé la main? Cool. Merci. Et la dernière, vous avez le droit de lever la main si votre canal d'acquisition de nouveaux clients n'est pas un commercial de SN qui vous téléphone et qui vous propose une mission. Voilà. Donc c'est assez représentatif. C'est mieux que quand j'ai fait mon audit, oh là là, ça fait un peu pompeux. Mon étude de marché il y a 1 an, c'est déjà mieux, mais c'est quand même pas suffisant. Et merci à tous pour votre honnêteté. Je pense qu'on se la doit tous. Parce que c'est exactement ça que j'ai demandé. Donc sur 96 coachs que j'ai interviewés, à l'exception de 3 personnes, uniquement 3 personnes, l'écrasante majorité des gens ont répondu de cette façon-là à ces questions-là, et ça permet de faire un profil type du coach agile. Quelle est mon offre de service ? Il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu entends par offre de service, d'accord ? Et c'était, je fais du coaching agile, d'accord ? Mode avancé, je fais du coaching agile et de la formation. Okay. Pas de packaging, pas de spécialisation, pas de positionnement, du coaching agile, c'est très générique. Comment est-ce que tu acquiers tes clients ? Donc là, je vous dis encore une fois, 93% des gens, les 93 des gens ont dit j'attends que le commercial de SN va m'appeler. D'accord, le téléphone sonne, on vous propose une mission, bim, c'est celle-là. Donc ils n'avaient pas de prospection. D'ailleurs, le terme prospection a été une découverte pour certaines personnes quand j'ai discuté avec eux. Non, je rigole pas. Ça, pour le coup, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'on n'est pas indépendant et qu'on n'est pas autonome. Et il n'y avait pas de stratégie marketing, on ne savait pas commercialiser, on ne sait pas se vendre, on n'est pas à l'aise avec ça. On attend le téléphone. Manque de bol, ça fait 1 an et demi que le téléphone ne sonne plus. D'accord ? Le mode de travail, pareil. À 3 exceptions près, tout le monde fait de la régie au TJM, on reste chez le client en mode mono-client, on n'a qu'un seul client à la fois. Je vous rappelle que du point de vue du cadre du droit du travail, c'est pas top. Et 4-5 jours par semaine, le but sur une durée longue, 3 ans, 5 ans, hein, on est sur l'espèce de petit rêve du CDI déguisé, mais avec la paye du freelance. Les clients, c'est plutôt des grands comptes, parce qu'il faut plutôt des gens qui ont beaucoup de sous pour pouvoir absorber un coach agile. Je vous rappelle qu'au pic de la hype des coachs agiles, on vendait quand même des gens qui étaient de qualité assez moyenne ou médiocre en fonction de votre degré de méchanceté, voilà, à des tarifs qui étaient quand même aux alentours de 1 200, 1 500 €. Moi, j'ai acheté des services comme ça à l'époque, je travaillais pour Airbus. On peut monter jusqu'à des sommes assez élevées, d'accord ?
Donc que des grands comptes en général et jamais en direct. Il y a toujours une ESN, une ou plusieurs ESN qui vont être entre les deux. Et l'impact, dans la grande majorité des cas, vraiment la très très grande majorité des cas, personne ne prenait le soin de mesurer, de vérifier au départ quel était le problème que l'on voulait régler, comment, pourquoi c'était un problème, à quelle profondeur, etc. On ne le mesurait pas après. Et quand j'ai interviewé les clients, là, ça a fait très très mal, parce que j'ai eu à peu près le même revers avec les clients, et j'ai eu des mauvaises surprises. Déjà, à l'époque, ils commençaient à trouver que c'était quand même très très cher. Il y a des gens qui investissent plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. J'ai des gens, des clients même avec qui je travaille encore, ça se chiffre en millions d'euros, l'investissement dans les coachs agiles. Et en face, on se demande, du coup, concrètement, pour ces millions d'euros, qu'est-ce que ça change? Et quand les clients, aujourd'hui, ne sont pas capables de dire « j'ai mis tant sur la table, je ne vois pas les changements », je pense qu'en termes de profession, on a un problème à régler. Le problème fondamental, c'est le business model. Je vais parler un peu à la canadienne, il est fucké. Vraiment, comment on en est arrivé là? Parce que regardez comment ça fonctionne. Il n'y a personne qui essaye d'entuber les autres. Les clients ne sont pas plus mauvais que les coachs agiles dans l'histoire. On est tous victimes de ça. Le business model. Vous êtes coach agile, d'accord? Vous vous vendez en régie. Votre intérêt économique, et quand on parle d'intérêt économique, on est très bas dans l'échelle de Maslow, nourrir, subvenir à ses besoins, etc. C'est de vendre le plus de jours possible, le plus longtemps possible. De l'autre côté, vous avez votre client, dont l'intérêt, c'est d'être le plus rapidement possible débarrassé de vous, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir le plus rapidement possible la solution à sa douleur. C'est orthogonal, ça ne peut pas marcher. Vous n'avez aucun intérêt à régler le problème de votre client, ça vous fout dehors, vous n'avez plus de quoi payer vos factures. Et le client, il n'a aucun intérêt à vous aider. Donc ça ne peut pas marcher. Si vous êtes vraiment bon dans votre métier, vous vous retrouvez sans mission. Il faut changer ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à retrouver un modèle qui permet de réunifier les intérêts du client et les intérêts du coach. Et puis, je ne parle même pas d'un autre... Et ça, là, je me flagelle moi-même. Je pense que ça vous est arrivé aussi. Mais quand on est en mission, du coup, on est assez doués, nous, les coachs agiles. En tout cas, moi, j'étais très douée à me trouver des problèmes nouveaux à régler. D'accord ? Je t'ai embauché pour un problème, je vais te régler tous les problèmes. Même les problèmes que tu ne sais pas que tu les avais, moi, je savais le faire, ça. À un moment, forcément, ils en ont marre. Ils te mettent dehors. Le problème, c'est que quand ils font ça une fois ou deux fois ou trois fois, ils commencent à en avoir marre des coachs agiles en général. Il y a d'un pas deux pas pour jeter le bébé, l'eau du bébé, le bain, tout ça. C'était pas ça la bonne expression, non. Mais vous aviez compris. Et là-dessus, vous me rajoutez l'IA. C'était pas suffisamment la mouise, vous me rajoutez l'IA. Parce que l'IA, elle peut faire 80% de votre job, vous, Scrum Master et votre coach agile. Pour moi, c'est la même chose, Scrum Master et coach agile. Quand l'IA est arrivée, c'était bien gentil ce truc-là. On a tous fait joujou avec ChatGPT. Hé, ChatGPT, dis-moi ce que c'est Scrum. T'as pas les bons verbaux, t'as pas les bons jargons. Oui, c'était pourri la version de ChatGPT au départ. On a tout joué avec. ChatGPT aujourd'hui, il peut vous faire un cours sur Scrum qui est de très bonne qualité et quasiment sans erreur. On en parle de ça? On en parle des rétros? Hé, ChatGPT, fais-moi une rétro rigolote comme mon Scrum Master. Parce qu'à un moment, on a accepté de se faire enfermer dans le rôle de on fait juste des rétro rigolotes. On gère des Jira, on automatise des trucs. ChatGPT, tout ça, il le fait mieux que vous. Et si vous êtes Scrum Master ou coach agile, parce que ça arrive aussi au coach agile et votre seul job, c'est d'être la secrétaire de vos équipes ou de votre organisation, vous êtes mort. Tout ça, c'est commodifié. Il le fait mieux que vous. C'est même intégré directement dans Jira. Maintenant, elle est directement intégrée dans Jira. Elle génère les trucs. Elle analyse même beaucoup mieux. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. Bravo aux équipes d'Atlassian s'il y en a ici. Moi, je suis épatée à la qualité du truc. Ça analyse les tickets, ça analyse des comportements, ça fait des graphes, etc. Tout ce qu'on a été toujours un peu feignasse de faire, les burn-up, burn-up, etc. Ça le fait vachement bien. Ça propose des choses. Voilà, plus de job. Ça le fait en quelques secondes. Ça le fait à peu près correctement. Suffisamment correctement pour que ça soit acceptable. Donc elle va le faire mieux, et elle le fait de mieux en mieux, ça va de plus en plus vite. Pour autant, je ne pense pas que l'IA va nous remplacer. Je ne crois pas au grand remplacement.
Je pense qu'elle expose des choses qui sont des manques ou des ratés. Je pense que personne dans cette salle n'a voulu être le maître des cérémonies Scrum et de dire aux gens qu'ils devaient faire Non, personne n'a fait ça. Personne n'aime ça. Et même les clients, ils ne veulent pas de ça, fondamentalement. On s'est retrouvés piégés dans ça, d'accord ? Hein ? Alors, c'est déjà tout de suite arrivé. Aux États-Unis, il y a des milliers de Scrum Masters qui sont sans boulot. Je voulais faire une présentation d'un outil, mais je n'ai pas pu, qui est vachement bien. C'est un Canadien qui l'a sorti, une plateforme qui s'appelle Homeric. Quand elle va arriver en France, ça va faire vraiment mal. Il sait très très bien ce qu'il a fait. Et il utilise l'IA justement pour aider toutes les équipes. Et ça remplace des dizaines de milliers de Scrum Masters. Donc c'est déjà en cours là maintenant. Oui, sur 80% de choses qui sont de la commodité, oui, c'est déjà le cas. Moi-même, je me suis auto-remplacé une grosse partie de mon activité qui n'était pas intéressante. Tout ce que je trouvais chiant, répétitif, peu de valeur, que l'IA fait mieux, je lui ai délégué avec grand plaisir. On en reparlera, on met des guidelines dessus, mais quand même. Donc, on va essayer de faire ça. On ne peut pas vraiment en vouloir. Il y a des clients actuellement qui me disent, et je sais que ça arrive parce que j'ai eu des discussions encore pas plus loin que ce matin, de dire écoute Rachel, nous on a dégagé nos Scrum Masters parce que l'IA fait plus vite, mieux, beaucoup moins cher. Donc le Scrum Master, le prix a baissé au kilo ces derniers mois, on est d'accord. On l'achète plutôt au kilo aux alentours de 300 à 500 € par jour, ce qui fait quand même une belle addition par mois. Je vous rappelle que ChatGPT Pro, c'est 20 € par mois. Vous ne pouvez pas lutter. Économiquement, ça ne peut pas marcher. Hop. Moi, je crois que ce que l'IA automatise, ce n'est pas vraiment notre valeur ajoutée. Ce n'est pas intéressant. En fait, elle automatise le seul petit espace confortable et douillet où on s'était mis, qui ramène de la thune automatiquement sans trop d'efforts. Et qui, du côté des clients, ça vous arrangeait aussi, parce que ça vous évitait, quand le coach il est occupé à faire des choses confortables dans sa zone de confort, il évite de faire son vrai boulot. Et son vrai boulot, c'est quoi ? C'est vous faire du feedback. C'est vous montrer que le processus ne fonctionne pas. C'est vous montrer que votre gouvernance, elle est moisie parce que vous ne savez pas prendre des décisions. C'est vous montrer que non, on ne peut pas faire du projet en agile, en cycle en V, en même temps que du Scrum. Toutes ces choses-là qu'on devrait faire, c'est d'adresser la direction, la gouvernance, c'est d'intégrer les achats. Tout ce métier-là, vous avez intérêt à ce qu'on ne le fasse pas. Et nous, on a intérêt à ne pas le faire. Moi, je dis, il faut changer. On enlève la partie facile, on la délègue au robot, et on reprend sur du boulot. Le métier se resserre, c'est vrai, il va y avoir de la casse, il va y avoir des gens qui vont devoir changer de boulot, il va y avoir des gens qui n'étaient pas très bons, qui ont été formés en 2 jours et qui vont devoir se chercher un nouveau boulot. Je suis désolée pour eux, humainement, individuellement, vraiment, mais collectivement, c'est une bonne chose pour l'écosystème en général. C'est le moment pour nous de revenir ce qu'on est, à savoir des experts, des gens qui ont fabriqué, qui ont appris sur le terrain pendant des années, des artisans, des gens qui savent faire, pas juste des gens qui ont lu des livres ou qui ont fait 2 jours de formation. C'est le moment pour nous de revenir sur ce métier-là. Parce que c'est un métier qui est sympa, c'est un métier qui est chouette, c'est un métier qui est exigeant. La question que ça pose aujourd'hui pour les gens qui vont survivre à cette vague-là, c'est une question qui est profondément business, ce qu'on appelle le product market fit. Je vois des têtes. Qu'est-ce que c'est ? Il y en a qui connaissent, je sais, il y en a qui ne connaissent pas. Mais il faut connaître, d'accord ? Maintenant, vous ne saurez plus dire que vous ne saviez pas. Le product market fit, c'est l'idée que... Oh putain, je me speed. C'est l'idée que si vous avez des propositions de valeur, des services, etc., il faut que ça trouve un marché en face. On ne peut plus vendre des choses génériques, d'accord ? Vous n'avez pas d'excuses, les coachs agiles, parce que vous connaissez forcément cet atelier, d'accord ? Ouais, je vous vois tous. Cet atelier-là, qui s'appelle le Value Proposition Canvas, c'est exactement ce que je vous demande de faire sur vous. Et je vais vous rappeler aussi que cet atelier-là, il fait partie d'un plus grand canevas qui s'appelle un Business Model Canvas. Donc, s'il vous plaît, emparez-vous des canaux de distribution, de commercialisation, marketez vos services, développez votre marque, calculez vos prix.
Vendez vos services. Rappelez-vous de toutes les dimensions de votre métier. Vous n'êtes pas que coach professionnel à poster des questions puissantes du fond d'une salle, d'accord? Vous n'êtes pas facilitateur, vous n'êtes pas secrétaire. Vous êtes au moins tout ça. Je vous rappelle que ça, ce n'est pas un bouquin qui existe depuis hier, c'est un bouquin qui existe depuis des années. Lisa Atkins, qui a décrit toutes les dimensions du coaching agile. Être coach agile, c'est savoir être compétent sur tous ces axes. Et moi, je ramène celui-là. Il faut savoir aussi faire du business proprement. Il faut savoir parler d'argent. Il faut savoir aller voir les décideurs, les dirigeants, parler d'entreprise à entreprise, négocier, voir la valeur, se poser la question de la rentabilité des choses que l'on propose et que l'on met en place. J'ai pas le temps. Alors, parce qu'on m'a fait des signes déjà. Je vous donne un petit outil. Moi, c'est les 5 questions que je me suis posées quand j'ai voulu trouver mon intersection et je vous donnerai ce que ça a donné pour moi. Attends, je partage mes slides, ne vous inquiétez pas. Toujours. Première question, quelle est la dimension du métier que vous aimez vraiment faire? C'est quoi votre kiff? Qu'est-ce qui vous... Arrêtez de faire du boulot qui ne vous rend pas heureux. Faites du boulot qui vous rend heureux, vous le ferez mieux. D'accord? Trouvez-le. Trouvez-le vraiment. Sur cette dimension-là, faites en sorte de faire partie des 5% qui font mieux le job que tout le reste du monde, c'est-à-dire élever les standards de qualité et d'excellence. Vous ne pouvez plus être médiocre. Troisièmement, quel problème chez votre client va vous empêcher de dormir? C'est important que ça vous empêche de dormir. Parce que si ça ne vous empêche pas de dormir, jamais vous irez le régler et jamais vous lui apporterez des solutions créatives. D'accord? 4. Comment est-ce que vous saurez que vous avez réglé le problème? Comment est-ce que vous l'objectiverez? Vous ne pouvez peut-être pas tout mesurer, mais au moins, comment on fait pour savoir ça? Si on ne sait pas faire ça, on ne fait pas le boulot. Et le dernier, est-ce que vous avez quelque chose que personne n'a? Ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas quelque chose que personne n'a, vous rentrez dans la masse des tout pareils, et là, le nivellement, il se fait systématiquement par le prix. Et vous allez crever économiquement. Les coachs agiles dont on parlait tout à l'heure, qui étaient à 1500 ou 1200 ou 1700 €, aujourd'hui, il y a des missions qu'on leur demande de faire à 200 balles. L'IA n'est pas votre ennemi, vous pouvez vous en servir pour faire de l'accélérateur. Il y a eu une super keynote ce matin qui vous a donné plein d'idées. Moi, je vous en ai rajouté plein, que vous irez voir. Il n'y a rien d'innovant, je partage mes slides, ne vous inquiétez pas. Je vais finir en vous donnant un petit travail d'honnêteté. Moi, je suis passée par là, j'ai vraiment galéré, donc j'ai commencé cette étude de marché en mars 2024. Arrête la drogue, Rachel! Arrête la drogue, 2024. Ça m'a pris des mois avant de vraiment commencer à faire les choses, à sortir des résultats, à tester. J'ai testé au moins 3 variantes de mon offre de service. Je suis allée voir des clients, je me suis fait remballer. Je suis allée voir des gens, j'ai proposé des choses, etc. Et ça n'a pas été facile. Vraiment, j'en ai pris plein la figure. Je me suis aussi essayée à essayer de communiquer sur ce que je faisais. Et les réseaux sociaux, c'est pas sympa, vous inquiétez pas. Au bout d'un an, moi, ce que j'en suis, donc j'ai réussi à lancer ma boîte en septembre 2024. Donc, oui, vous savez, je ne me trompe pas. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je ne suis jamais en monoclient. J'ai toujours au moins 3 à 4 clients en parallèle, tout le temps. Ce qui fait que je ne suis jamais dépendante économiquement d'un client. Ce qui fait que je suis toujours intellectuellement indépendante pour mon client. Je peux lui apporter de la pertinence. Ma base de clients, c'est des grands comptes, mais c'est aussi diversifié. J'ai aussi touché des nouveaux secteurs. Moi, mon secteur naturel, c'est la start-up et la scale-up. Mais j'ai beaucoup travaillé sur les PME, par exemple, qui étaient des gens qu'on n'adressait pas. 80% des clients sont venus me voir, moi, en direct. Et sur mes 17 clients que j'ai eus en un an, j'en ai que 2 qui sont passés par un intermédiaire de type ESN. J'ai des clients en direct et des grands comptes. Donc c'est possible. Le côté c'est pas possible, c'est pas vrai. D'accord? Je fais de la prospection. C'est pas facile. Prospecter, c'est dur. On va pas se mentir, c'est super dur, mais il faut le faire. Je vends des forfaits. C'est possible, on peut vendre des forfaits, on peut s'engager sur des livrables, des actions, des choses que l'on peut mettre en place, on peut s'objectiver. Je m'étais donné un objectif de chiffre d'affaires à atteindre. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis à plus de 300% de cet objectif. Merci. Et surtout, je mesure la satisfaction de mes clients. Je leur demande, j'ai des retours et j'ai des retours chiffrés de mes clients. Et ils sont plutôt bons. Et j'ai des clients qui reviennent me voir. Donc je n'ai pas cramé la relation avec le client juste en l'épuisant à la fin.
Je vais même vous donner une autre. J'ai un client qui m'avait convaincu de signer un contrat avec lui de 3 ans à 200 000 € par an. Oui, un beau gros contrat pour une bonne grosse transformation de réaménagement de trucs. En juillet, j'ai commencé en janvier. En juillet, j'avais fini mon travail. C'est-à-dire que les problèmes qu'on avait identifiés étaient finis. J'ai dit au client, on va arrêter la mission. Il a gagné 400 000 € grâce à ça. Moi, j'ai gagné mes thunes. On s'entend très très bien. Je vais très probablement revenir travailler pour eux. Long terme. Résumé. Hop, vous pouvez changer. C'est facile. C'est une bonne occasion. Réveillez-vous. Saisissez l'occasion qui vous est donnée. Ne vous laissez pas commodifier. Gardez l'excellence. Allez plus loin. Utilisez les machines. Ne vous faites pas utiliser que par elles. Et je pense que c'est ici, maintenant, qu'il faut se bouger et pas demain. Demain, c'est un peu trop tard. Je voulais finir sur des notes de gaieté. Donc, j'avais trouvé... Ah, c'est un petit défi. Aujourd'hui, essayez de répondre à ces 5 questions. Si vous pouvez, essayez de formuler votre proposition de valeur en une phrase. Allez la tester chez 3 clients. Et après, vous avez le droit de revenir m'insulter ou me dire tout ce que vous voulez en privé sur LinkedIn. J'aimerais bien discuter avec vous si vous le faites. Vraiment, ça change la vie. Et pour les clients aussi, si vous voyez des coachs qui changent de posture et qui ont une posture beaucoup plus professionnelle et carrée et sérieuse, que vous êtes en droit d'attendre là-dessus, dites-le moi, je serais vraiment contente de le savoir. Donc j'étais partie sur ça, on m'a dit que c'était peut-être un peu trop pessimiste. J'aime beaucoup cette quote de Deming. Alors du coup, je me suis dit, vous ne laissez pas devenir des dinosaures. Changez, merci.